S'il vous plaît, je vais vous demander de bien vouloir prendre place pour ne pas retarder le démarrage de la table ronde de cet après-midi. Si vous voulez bien vous asseoir, nous allons commencer. Donc, cet après-midi, nous travaillons sur une première table ronde sur le sujet de la coordination des acteurs et des institutions avec l'exemple de la lutte contre l'habitat indigne. Donc, je suis Chantal Matuissi, directrice du pôle national de lutte contre l'habitat indigne, un pôle qui a été créé il y a maintenant une vingtaine d'années et qui coordonne la politique de lutte contre l'habitat indigne au niveau national, au niveau interministériel et qui rassemble l'ensemble des acteurs sur ces sujets et ces problématiques. Voilà. Donc j'ai le plaisir pour cette table ronde d'accueillir nos intervenants. Donc pour cette première table ronde. Donc tout d'abord, Marie-François Marsal, de l'ARS de Seine-Saint-Denis. Sophie Egliseau, qui est en visio avec nous, je l'espère, et qui participera également au débat, qui est de l'ARS de Loire-Atlantique. Monsieur Franck Olivier, du service intercommunal d'hygiène et de sécurité de Nantes Métropole, qui est avec nous également. Installez-vous, prenez place. Voilà. Et pour finir, Madame Dominique Audelacet, qui est du service communal d'hygiène et de santé de Cannes. Bienvenue, Madame. Peut-être se mettre un peu partout. Ouais, voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Voilà, donc bienvenue à cette table ronde. Pour débuter ce sujet de la coordination des acteurs en matière de lutte contre l'habitat indigne, je voudrais avoir d'abord quelques propos liminaires. Je me permets ce luxe de prendre quelques minutes pour vous rappeler l'enjeu de la lutte contre l'habitat indigne, mais vous le savez, on en a parlé déjà toute la matinée. Plus d'1 million d'occupants qui sont encore concernés par cette problématique. C'est une politique publique éminemment prioritaire qui a fait l'objet d'une législation très renouvelée, notamment avec la loi du 9 avril 2024 qui a développé les outils opérationnels sur l'habitat dégradé, qui comprend 12-13 mesures sur la lutte contre l'habitat indigne. On l'a vu ce matin, l'ordonnance également de 2020 qui a réformé les polices et à ce titre simplifié aussi l'action des services, et notamment ceux des services communaux d'hygiène et de santé. Donc un objectif principal de protéger les occupants, bien sûr, et de traiter jusqu'à leur terme les situations. La lutte contre l'habitat indigne, elle s'organise au niveau des départements, autour des pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne, pilotés par les préfets. Et à ce titre, les services communaux d'hygiène et de santé, ils jouent un rôle clé, puisqu'ils sont partie prenante de ces pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne. Et en plus, ils ont une politique propre à mener, effectivement, sur leur territoire. Voilà. Donc, pour illustrer en fait la déclinaison aussi des plans d'action de lutte contre l'habitat indigne départementaux, on est sur une action pluriannuelle et on est sur des actions très opérationnelles sur le terrain. On a choisi donc 3 expériences. Tout d'abord, l'expérience de la Seine-Saint-Denis avec l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques. Donc, Marie-François Marsal, vous travaillez à l'ARS de Seine-Saint-Denis et à ce titre, vous avez collaboré à la réalisation d'un guide des bonnes pratiques pour les visites d'inspection.
du logement en vue des problématiques d'insalubrité. Donc je rappelle aussi qu'au niveau national, il y a un certain nombre de guides, de formations pour les agents qui effectivement vous permettent d'appréhender cette phase de terrain et notamment cette phase de visite, notamment qui est une grille qui existe depuis 2023, qui est une grille de cotation de l'insalubrité, qui est commune entre l'ANA et la Direction générale de la santé, qui avait été mise au point aussi à l'époque par le pôle national, aussi des différents guides nationaux. Vous avez éprouvé le besoin donc, de créer un outil pour accompagner pas à pas les agents des collectivités sur ces sujets-là dans votre département. Quel était le besoin et quelle était l'idée en fait pourquoi ce guide et comment expliquer en fait votre démarche locale? Je ne sais pas si ça marche, oui. Bonjour à tous. Donc c'est vrai que l'idée de ce guide est née d'un constat partagé, notamment par le SCHS de Saint-Denis et par notre équipe de l'ARS du 93. L'idée d'avoir effectivement un premier document repère sous la main quand on arrive sur la thématique. Donc les différents constats qu'on partageait, c'était que premièrement, il y avait beaucoup d'acteurs très impliqués sur le département, mais que malgré tout, on avait un turnover dans les équipes avec des difficultés de recrutement et de fidélisation des agents. Probablement parce que la thématique est difficile du fait des situations qu'on rencontre sur le terrain. Et aussi, ça a été dit ce matin, le fait qu'il n'y ait pas de formation initiale spécifique qui permette d'accéder au métier d'inspecteur ou d'inspectrice de salubrité. Le deuxième constat, c'est très local, c'est vraiment pour la Seine-Saint-Denis, mais on a un volume très important de signalements et de procédures d'insalubrité, et aussi une grande diversité de situations, ce qui nous a fait poser beaucoup de questions. On vous a embêté au PNLHI, on vous a embêté à la DGS énormément. Et finalement, toutes ces réponses qu'on a eues un petit peu au fil de l'eau, ça nous a fait évoluer dans nos pratiques petit à petit. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir les partager quelque part, et notamment dans un document. Alors justement, ce document, vous allez peut-être nous en partager les grands chapitres et le contenu, nous expliquer en quoi il pourrait intéresser l'ensemble finalement des autres agents des départements qui donc interviennent sur le terrain pour faire ces enquêtes et ces relevés. Effectivement. Donc juste pour peut-être les 3 objectifs qu'on avait en tête pour ce document, c'était d'avoir cet outil de terrain facilement accessible, et notamment quand on arrive sur un poste, c'est vrai qu'il y a énormément de ressources disponibles, vous l'avez dit. Et l'idée, c'est qu'on n'est pas forcément en capacité tout de suite de savoir comment les sélectionner, etc. Donc d'avoir un premier document, en tout cas sous la main, qui permette aussi d'homogénéiser les pratiques et d'avoir une base commune de travail pour fluidifier les échanges entre collectivités et services de l'État. Et puis aussi, au final, limiter le contentieux ou faciliter sa réponse. Et du coup, le contenu du guide, il est structuré en 3 chapitres. Le premier, c'est plutôt des généralités. Donc là, on reprend des définitions, les différents types de procédures d'insalubrité qui existent, le réseau d'acteurs au niveau départemental qui est impliqué sur la lutte contre l'habitat insalubre, et aussi un exemple d'équipement qu'on peut proposer pour les inspecteurs ou inspectrices en visite. Et le deuxième chapitre, c'est le plus technique. C'est là où on a essayé de donner des propositions de bonnes pratiques de terrain très concrètes. Donc pour chaque type de désordre qu'on peut rencontrer dans les logements, l'idée c'était de rappeler les références réglementaires, les risques sanitaires associés au désordre, et surtout des outils et des pistes pour concrètement sur le terrain comment les caractériser. Donc typiquement, si on est face à un logement semi-enterré, on va probablement se dire qu'il est dangereux pour la santé ou impropre à l'habitation. Concrètement, comment est-ce qu'on mesure l'enfouissement du local? Comment est-ce qu'on vérifie l'éclairement naturel? Est-ce qu'on regarde s'il y a des remontées telluriques au niveau des murs, etc. Et le dernier chapitre, il est assez court, mais l'idée, c'est de faire un rappel sur les formations, ou en tout cas les contacts qui existent pour pouvoir se former. Donc notamment le tableau que vous aviez produit au niveau PNLHI qui rappelle les formations qui existent. Et puis le contact du CNFPT, le contact d'autres partenaires qui avaient pu nous dispenser des formations comme le Consuel, Enedis et le LCPP, à qui on a fait appel aussi pour certaines parties techniques du guide. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des premiers retours
de son utilisation et du coup de son efficacité auprès des agents publics dans votre département? Est-ce que pour le coup, les agents se sentent un peu mieux accompagnés? Alors j'ai l'impression, en tout cas, on a fait une première, lors de la diffusion, on a fait une première journée de présentation, enfin une demi-journée de présentation aux collectivités, aux partenaires locaux. Et on en a profité pour faire une application avec des études de cas en fait, de locaux impropres à l'habitation et qui permettait justement de faire le lien entre le contenu du guide et ce qu'on pouvait retrouver sur le terrain. Voilà, après, je sais pas, il y aura peut-être des personnes qui voudront témoigner. Il y a quelques personnes des collectivités du département qui seront là. Mais... Merci. Peut-être la dernière question. En termes de diffusion, il serait bien de venir le présenter aussi dans notre réseau. Je pense que ça serait intéressant et de pouvoir le diffuser peut-être à une plus grande échelle pour qu'on puisse bénéficier aussi de ces pratiques. Avec plaisir. Après, c'est vrai qu'on aimerait continuer à l'améliorer aussi. Je pense qu'il manque des choses et ce sera toujours bienvenu de le compléter. Très bien, merci à vous. En fait, donc j'enchaîne avec une initiative qui émane aussi donc d'un service communal d'hygiène et de santé, et notamment de l'expérience de Nantes Métropole, que nous regardons au niveau national avec un regard tout à fait curieux et intéressé, puisqu'en fait, vous êtes la première collectivité à avoir graduellement pris les compétences en matière de lutte contre l'habitat indigne, tout d'abord avec un transfert des polices, de la police spéciale du maire au président de PCI il y a quelques années, sachant que vous aviez bien évidemment déjà une compétence habitat très affirmée, une politique de l'habitat très affirmée sur votre territoire. Et ensuite, comme le prévoient désormais les textes, une délégation des pouvoirs de police spéciale du préfet au président de l'EPCI. Donc cette délégation, vous allez nous en parler parce qu'elle est toute récente. Elle date de mars 2024. Et donc c'est une première en France et il nous tarde d'avoir un petit retour d'expérience après 10 mois de pratique de cette nouvelle convention. Pouvez-vous nous expliquer cette montée en compétence de Nantes Métropole sur la question de la lutte contre l'habitat indigne et aussi le choix qui est fait finalement d'avoir une politique intégrée sur votre territoire en prenant des compétences, en comprenant les compétences des maires et puis celles du préfet par la suite pour traiter les dossiers. Bonjour à tous. Donc Sophie, si tu veux compléter, tu auras la parole. Donc effectivement, oui, depuis 2015, le service d'hygiène de Nantes a récupéré un certain nombre de communes sur la gestion des ex-périls. Et lors de ces interventions sur les différentes communes, on s'est aperçu un constat partagé avec les communes que sur l'habitat, ils avaient de grandes difficultés à évaluer les problématiques et à, pour le coup, engager les procédures pour savoir quoi faire. Donc par ailleurs, il y avait une volonté aussi de la métropole d'aider les communes alentours. Et donc, il a été acté en 2023 la création d'un service commun qui répondrait à un certain nombre de sujets. Donc, on ne traite pas l'ensemble des dossiers qu'on traite sur la ville de Nantes, parce qu'il y a quand même une entité qui reste. Le service communal d'hygiène de santé existe toujours. Et donc, sur les autres communes, on a proposé de gérer ce qu'elles nous avaient plus ou moins demandé, c'est-à-dire l'habitat, donc les petits problèmes de RSD, la mise en sécurité, l'insalubrité, les nuisances sonores qui se mesurent, on va dire, hein, tout ce qui est mesurable et reproductible, les décharges sauvages, les terrains en friche, et puis un petit bout d'assainissement sur les problématiques qui pourraient engendrer des problèmes sanitaires. Et donc, fort de ce constat, on a proposé un service commun. 10 communes ont adhéré en 2024. Donc, on intervient pour le compte des maires sur un certain nombre de sujets. Pour le compte de la métropole, puisque c'était un préalable, les communes qui adhéraient à ce service commun devaient avoir délégué leur police, enfin transféré leur police de l'habitat. Donc on intervient sur la mise en sécurité pour le compte de la métropole. Et donc on a demandé à la préfecture, en lien avec les collègues de l'ARS avec qui ça s'est toujours très bien passé, de pouvoir prendre la police, la délégation du préfet sur les 10 communes en question.
Voilà. Donc justement, Sophie Iglesiot, quelle était la posture de l'État, du coup du préfet, et qu'est-ce qui a permis finalement de franchir ce pas plus que symbolique, hein, assez fort, de délégation de la compétence du préfet? Vous m'entendez bien du coup? On vous entend. Merci. En fait, c'est l'expérience de la ville de Nantes, hein, qui a beaucoup joué dans la décision. Ils ont une expérience qui est assez importante maintenant depuis plusieurs années et aussi une forte activité en matière de LHI. Si on compte juste les arrêtés d'insalubrité, en fonction des années, c'est entre 50 et 70% des arrêtés qui sont pris sur le département. Donc il y a cette forte expérience et forte activité qui montre la motivation et l'expérience du SCHS. Et on a réussi à convaincre la préfecture, qui était un peu frileuse au départ, hein, quand même, faut le dire, pour cette délégation, en apportant un soutien en matière de documents types, de logigrammes de procédure, et aussi en laissant bien le rôle de l'ARS dans la rédaction des mémoires en défense en cas de contentieux, puisque c'est toujours notre juriste en interne qui rédige ces mémoires en défense pour le moment. D'accord. Vous avez donc, je crois que vous avez prochainement un comité de pilotage, hein, sur la lutte contre l'habitat indigne la semaine prochaine. À ce sujet-là, est-ce que donc vous avez un petit premier bilan de retour d'expérience de la mise en œuvre de cette convention, et quels sont les rapports entre du coup le suivi de cette convention et le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne? Comment ça se passe? faire le bilan du coup. Oui, alors le retour, c'est pour l'instant, les communes sont contentes du résultat en tout cas. Elles plébiscitent le fait qu'il y ait des agents compétents qui puissent leur donner tous les éléments pour aller sur les procédures. Un gain de temps aussi sur le fait que l'idée, c'était celle-ci, c'était que les inspecteurs qui allaient sur site étaient capables soit de partir sur des procédures RSD au nom du maire de la commune, soit sur de l'insalubrité, soit sur de la mise en sécurité au nom de la métropole. Ça facilite effectivement les prises de décision, ça permet de gérer les dossiers de façon un peu plus globale. Et puis, une volonté aussi de la métropole de pouvoir gérer elle-même les travaux d'office, puisque le fait d'avoir récupéré la délégation du préfet va nous permettre de gérer les travaux d'office quand il y aura besoin d'aller jusqu'à cette phase-là. Donc voilà, en gros, on a plus de 400 dossiers en plus là, sur les 10 communes qu'on a intégrées. Donc on a étoffé un peu l'équipe pour répondre à cet enjeu. Très bien, merci. Et donc on a un exemple du coup de montée en compétence de la collectivité et également une mutualisation des moyens. Est-ce que les communes s'y retrouvent sur cette mutualisation des moyens? Est-ce que vous avez des retours positifs là-dessus à ce stade? Alors sur les 10 communes qui ont intégré, alors évidemment il y a Nantes, donc là on ne va même pas trop en parler. Il y a une commune où pour l'instant on n'a pas été sollicité, mais enfin c'est une des plus petites communes, hein, il y a 3200 habitants je crois, donc on ne s'attendait pas à des chiffres énormes. Mais la plupart des communes qui nous avaient annoncé des chiffres entre 5, 10 dossiers, bon, on est largement au-delà, une fois que en fait, les communes et les agents qui sont nos correspondants sur les communes ont intégré le fait qu'on pouvait intervenir sur un certain nombre de sujets, que visiblement la réponse apportée leur convient, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de dossiers qui arrivent. D'accord, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Madame Aude Lasset, directrice générale adjointe des services et médecin directeur à la mairie de Cannes, pour évoquer cette fois-ci la participation de la CAF à la lutte contre l'habitat indigne. Les CAF et la CNAF en général est un partenaire, j'allais dire historique, légitime et tout à fait important pour prévenir la lutte contre l'habitat indigne et notamment intervenir en amont des situations les plus graves, sur les situations de non-décence. Pouvez-vous nous expliquer quelle coopération et quel rôle vous avez développé avec le service communal d'hygiène et de santé, mais aussi en lien avec le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne et les services de l'État notamment? Voilà, oui, il faut bien se coller.
Oui, effectivement, comme vous le rappeliez, les partenaires sont nombreux et en particulier le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. La CAF est un partenaire essentiel. Nous travaillons avec eux dans le domaine de la petite enfance, l'éducation, etc., mais également dans le domaine du logement, puisque de très nombreux locataires perçoivent des prestations pour le logement. Et c'est à ce niveau-là que nous avons souhaité intervenir et travailler avec la CAF. Alors, pour petit rappel, je pense que la ville de Cannes, tout le monde la connaît, 75 000 habitants, surclassée à 150 000 habitants. Mais il n'y a pas que des festivals, des congrès ou du tourisme. Il y a aussi des gens qui y vivent toute l'année. Et c'est une volonté du maire de pouvoir les faire résider, soit dans un parc social qui est important, puisque à Cannes, nous avons environ 20% de logements sociaux, mais également dans le parc privé. Alors nous avons ciblé une action sur le quartier République, qui est un quartier situé dans l'hypercentre de Cannes, qui n'est pas un quartier prioritaire, politique de la ville. Il y en a d'autres sur Cannes, où se déroule actuellement une opération en rue. Là, c'est un quartier où nous avons une forte population et où nous avons souhaité faire agir dans diverses directions. Enfin, c'est le maire et son conseil municipal qui ont souhaité agir dans diverses directions, notamment sur de l'attractivité commerciale. Également, un contrat d'objectif avec les principaux bailleurs sociaux pour repérer des immeubles en vente et améliorer évidemment l'habitat et en faire des résidences sociales. Et puis, avoir une meilleure idée du parc locatif privé, voir ce qu'il était possible de faire. Et également, effectivement, pour nous, service communal d'hygiène et de santé, pouvoir faire une cartographie de l'habitat dégradé. Donc c'est avec la CAF qui a ciblé 131 résidences dans le quartier République et qui a envoyé à ses allocataires un questionnaire assez simple sur l'état du logement qu'ils louent. À savoir, est-ce que vous avez des coupures d'eau, des dégâts des eaux, des problèmes électriques, des incendies, mais également des questions, est-ce qu'il y a, selon vous, une occupation très saisonnière du logement? Est-ce qu'il y a eu des travaux est-ce qu'il y a, enfin, ça n'était pas écrit comme cela, mais ça se comprenait, des squats, parce qu'on est aussi à la recherche de l'identification de cela. Donc, il y a eu 249 questionnaires qui ont été envoyés. Le premier retour qui en est fait, parce que l'exploitation des questionnaires n'est pas finalisée, il y a eu 44 questionnaires qui ont été retournés à la CAF, et 10 signalements qui vont faire l'objet d'une visite par le service communal d'hygiène et de santé. Ce service communal d'hygiène et de santé, comme vous le savez tous, ira faire une visite, un rapport, mettra en demeure le propriétaire de faire des travaux avec des délais assortis. Et si ce délai n'est pas respecté, eh bien, il y aura une transmission à la CAF de ce rapport, ce qui permettra donc à la CAF de faire une conservation de tout de la prestation d'allocation logement et d'indiquer aux propriétaires et aux locataires ce qu'il en est, à savoir aux locataires quelle est la part de charges et de loyer qui lui reste à payer. Nous espérons ainsi que les propriétaires se mobiliseront davantage pour faire les travaux dans de meilleurs délais, parce que dès lors qu'il y a un aspect financier, bien évidemment sur les travaux, mais en plus sur les loyers qui sont, la location plutôt qui est retenue, on espère qu'il y aura une réactivité plus grande à ce niveau-là. D'accord, merci. Donc, je pense qu'on peut conclure les interventions, à moins que vous ayez des choses à rajouter chacun sur votre intervention, notamment peut-être sur la question de l'approche intercommunale. Est-ce qu'à votre sens, elle est un peu plus facilitante que le fonctionnement précédent? Est-ce que vous pensez vraiment que ça amène un nouveau souffle à la politique de lutte contre l'habitat indigne? Ça implique davantage les élus. Comment vous verriez les choses? Je ne vais pas parler à la place des élus, mais c'est certain qu'il y a une certaine maintenant
homogénéité de traitement, on va dire, notamment sur les nuisances sonores, où sur Nantes, on était équipé depuis des années et que les petites communes avaient beaucoup de difficultés à faire face aux demandes des citoyens. Donc à ce niveau-là, effectivement, il y a un net mieux. Je pense qu'en plus, un certain nombre de communes se rendent compte de la difficulté de mettre en œuvre les procédures une fois qu'on a détecté un problème, notamment sur la mise en sécurité. Donc on a 2 autres communes qui vont adhérer au 1er janvier, donc ça fait encore 55 000 habitants de plus. Donc on va arriver à un total de un peu plus de 530 000 habitants qui seront traités par le service intercommunal d'hygiène. D'accord. Des choses à rajouter, c'est bon ? Bah, écoutez, je vous propose donc de passer aux questions sur ces interventions. Oui ? On va prendre le micro. Si vous pouvez aussi, au préalable, s'il vous plaît, vous représenter, parce que vous avez déjà intervenu ce matin, mais bon, voilà. Merci beaucoup. Rebonjour, Lorraine Sénéchal, inspectrice au SCHS de Montreuil. J'avais une question donc, pour la ville de Nantes. Vous dites que vous prenez beaucoup d'arrêtés d'insalubrité. Est-ce que c'est principalement à l'encontre des bailleurs privés ou aussi chez les bailleurs sociaux ? Alors, principalement les bailleurs privés quand même, mais bon, on en a de plus en plus quand même chez les bailleurs sociaux, puisque le constat qu'on a eu d'ailleurs lors d'une réunion avec l'Adréal il n'y a pas longtemps sur le réseau PDLHI, c'est que le parc des bailleurs sociaux se dégrade et qu'on a de plus en plus de problématiques chez les bailleurs sociaux. Donc c'est une part moins importante que le parc privé, mais parce que bon, à Nantes, on a quand même beaucoup de dossiers sur des problèmes de surface, de dimension de logement. On a des spécialistes du découpage de logements en long, en large et en travers. Donc voilà. Mais du coup, bon, là, c'est un peu particulier parce que vous avez une délégation de compétences, mais avant, vous étiez suivi par votre ARS sur les bailleurs sociaux ? Ah oui, on n'a jamais eu de soucis. On en a fait plusieurs en collaboration. Donc ça s'est toujours très bien passé. On n'a eu aucun problème avec l'ARS à notre niveau. Ok, merci. Oui, devant. Monsieur, devant. Bonjour, Didier Liard, SCHS Annecy. Donc une question pour Franck, là, dans le cadre de la délégation. Non, c'est de savoir sur les communes où vous intervenez, si elles participent au financement des agents pour les interventions dans le cadre de la délégation. Alors, dans le cadre de la délégation, non. Ça, c'était clair dès le départ avec l'État. Donc la dotation globale, elle est donnée à la ville de Nantes, qui la garde. Et puis l'extension, c'est aux frais complets des communes et de l'agglo. Donc il n'y a aucun financement de l'État. Donc la répartition sur Nantes, c'était la métropole a pris la moitié du budget et les communes se sont réparties sur un ratio population le reste du budget alloué. D'autres questions, monsieur ? Pardon, excusez-moi. Antoine Desrousseaux, service d'hygiène de Dunkerque et service communal de lutte contre l'habitat indigne à la CUD. Également une question pour Monsieur Olivier, notamment sur les transferts de vos agents du SCHS qui sont passés à l'agglomération ou ils sont restés au niveau de la ville et vous avez géré comment leur intervention sur le reste des communes de l'agglo ? Alors, comme je le disais, depuis 2015, on était déjà métropolisé puisqu'on intervenait sur la mise en sécurité sur 8 communes au départ. Donc, on était déjà agent métropolitain. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Les seules choses qui ont changé, c'est les délégations du préfet qui ont été étendues sur les autres communes. On était déjà habilité, l'habilitation a été étendue et puis les assermentations, on était déjà assermentés sur l'ensemble de l'agglo, donc ça n'a pas posé de soucis, mais ce sont des agents métropolitains depuis un moment. Ouais. Okay. Et au niveau des maires, parce que vous précisiez tout à l'heure que vous êtes passé directement en service commun en 2024 en demandant aux maires le transfert de leurs compétences. Vous n'avez pas eu d'opposition farouche de la part du politique ? Alors sur les 10 communes qui ont adhéré au premier tour, donc en 2024, il y en a une qui a dû donc transférer sa police spéciale sur l'habitat. Et puis là, sur 2025, il y a 2 autres communes. Une où on intervenait déjà sur la mise en sécurité, donc ça va être juste une adhésion au service commun, et puis la police du préfet. Et une autre commune où on n'intervenait pas du tout. Donc là, effectivement, ils ont aussi été obligés, entre guillemets, c'était le deal, hein, c'est on intervient chez vous, mais si on peut tout traiter,
Donc on va récupérer la compétence aussi mise en sécurité sur cette 12e commune. Merci. Oui. Bonjour, Christophe Chouette, SCHS de la ville de Limoges. J'ai une petite incompréhension. Le SCHS de Nantes existe encore et il y a un SIHS en plus? Oui, c'est ça. L'État a bien prévu, c'est clair, au niveau des finances, c'est-à-dire que les SCHS existants gardent la dotation, même s'il est créé un service intercommunal. Donc le SCHS existe en tant que tel pour toucher la DGD, et il y a bien un SIHSH qui est créé pour pouvoir avoir la délégation du préfet. Et vous avez du personnel qui est sous l'autorité du maire et du personnel qui est sous autorité de l'EPCI, ou c'est une seule entité? C'est une seule entité. Alors à Nantes, c'est un peu spécial. C'est la métropole et la ville de Nantes, c'est le même DG. Oui. Il y a beaucoup de DG mutualisés. Donc effectivement, c'est des agents qui sont... Alors quand on intervient sur la casquette maire, c'est le maire de la commune en question, y compris le maire de Nantes. Ouais. Et puis quand on intervient sur les polices qui sont détenues par la présidente, c'est la présidence. Donc vous, votre employeur, c'est la communauté... C'est la métropole. Ouais. La métropole, d'accord, merci. D'autres questions sur ce sujet ou sur les autres interventions de ce début d'après-midi? Oui, s'il vous plaît. Oui, Maria Calal de la Direction générale de la santé. C'est une question pour Madame Audelacé. Vous indiquiez que l'objectif est d'inciter les propriétaires à faire les travaux ou dans de meilleurs délais si ils le font de façon pas assez proactive, on va dire. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs en termes des objectifs affichés de toute cette démarche? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous entraînez dans cette démarche les autres communes de l'intercommunalité ou ça ne vise que la ville de Cannes a priori? Alors, pour l'instant, ça ne vise que la ville de Cannes, puisque nous, le SCHS, est purement communal. Donc, ça ne vise que la ville de Cannes et qu'un seul quartier, vraiment le quartier République. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais ce sont des contraintes financières qui seront quand même assez fortes, parce qu'au bout de 18 mois, si rien n'a été fait, la CAF gardera définitivement. Il y a une possibilité de proroger de 6 mois éventuellement, mais sinon la CAF gardera définitivement les sommes qui ont été consignées. Donc ça peut commencer à être... Voilà. Alors les objectifs, pour l'instant, ils sont un peu fonction des premiers retours qu'on aura de la CAF. Comme je vous l'ai dit, il y a eu 10 signalements qui ont été retenus, que nous allons bien sûr exploiter. Et on ne s'est pas fixé d'objectif, en fait, sinon celui qualitatif d'avoir un parc privé locatif attractif sur ce quartier, qui est encore une fois dans l'hypercentre de Cannes, pour que des familles, des actifs puissent venir y résider. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a le temps, donc... Bonjour, Frédéric Ostine, ARS Hauts-de-France. Plusieurs questions. D'abord sur le guide des bonnes pratiques. Est-ce qu'il est téléchargeable, diffusable, utilisable? Oui, en fait, il a été mis au départ sur le RES. Donc, merci à eux pour l'ajout. Et aussi, on l'avait mis en libre accès sur le site de l'ARS Île-de-France, mais suite à des remarques assez pertinentes, on s'est dit que c'était mieux de l'enlever pour que seulement les professionnels de la LHI y aient accès. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt donné le contact de notre secrétariat pour qu'ils puissent l'envoyer en fait, par mail, en PDF. Aux personnes qui travaillent au service communal. Attention à la diffusion, parce qu'il y a des guides qui traînent à droite à gauche sur Internet, donc attention. Question par rapport à Nantes. On est bien d'accord qu'il y a une partie des pouvoirs de police du maire sur sa police générale qui ne sont pas transférables, et vous faites un appui technique à ces communes qui gardent, je pense, au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène générale avant de passer en procédure lourde. Ça reste au niveau de la commune et c'est le maire qui garde son pouvoir de police. Oui, c'est ça. Ok, donc vous faites l'appui technique. On fait juste l'appui technique, on propose les courriers, on suit les travaux d'office s'il y a besoin, on fait les devis, etc.
mais c'est le maire qui va soit les commander, les payer et se faire récupérer. Et puis c'est le maire qui prend les arrêtés, les courriers de mise en demeure, etc. Voilà. Et là, c'est dans un monde général et pour faciliter les recrutements, et ça revient aux discussions de ce matin, est-ce qu'il est prévu d'étendre les agents qui peuvent être habilités et assermentés pour aider au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène? Parce que là, dans les communes, c'est relativement limité. C'est les techniciens, les ingénieurs territoriaux ou les personnes sous contrat d'une durée, qui ne sont pas titulaires d'un poste de fonctionnaire. Je sais qu'il y avait eu des discussions pour élargir les possibilités de postes de personnes. Est-ce que c'est prévu? Et est-ce que, justement, par rapport à ces services intercommunaux et services communaux d'hygiène et de santé, est-ce qu'il y aura une circulaire de cadrage de tout ce qui peut être fait par les services communaux d'hygiène et de santé de France et de Navarre? Merci. Peut-être sur la dernière question, peut-on laisser répondre à la DGS? Didier? Oui, c'est une excellente question, Frédéric. Nous ne sommes pas seuls, même si on est organisateur de ce colloque, parce qu'on tient énormément au SCHS ici, particulièrement en ce qui sont impliqués sur les milieux intérieurs, mais on le voit sur tous les sujets santé-environnement, notamment de notre sous-direction. Mais on voit, et on a eu l'occasion d'en parler ce matin avec le collègue de la DGCL, que travailler en général sur les SCHS, sur les statuts des agents, sur les pouvoirs, les possibilités des agents, sur les sanctions pénales et la façon dont des constats peuvent être faits, des sanctions peuvent être prises par les agents, c'est du travail en interministériel. Hein. C'est compliqué. C'est pas nous qui pouvons faire d'une simple note d'information une mise à jour. On peut, je l'ai montré, je crois, ce matin, donner des pistes. On peut inciter à plus de liberté, d'exercice de l'imagination, et les exemples qui sont ici le montrent bien. Mais voilà, c'est un travail de réflexion. En tout cas, ce colloque nous permet, on a déjà noté beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas comment ça se traduira, mais on va essayer de prendre en compte les remarques des uns et des autres qui nous sont faites. J'ai même eu des questions sur comment prendre en compte l'aspect sanitaire global d'un festival juste avant de rentrer cet après-midi dans la salle. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de sujets, de pistes de réflexion, et on y travaillera. Voilà. Ouais, j'avais une question aussi. Vas-y. J'en profite. Pour Nantes, on a, s'agissant des procédures d'insalubrité, un système d'information qui est dédié, qui permet justement de dérouler les procédures. Donc on essaye de le diffuser, de l'offrir à un maximum d'acteurs. Certains ont des solutions autres ou des solutions interfaçables. Qu'en est-il pour le SISH dédié de Nantes? Est-ce que vous avez, je sais pas, la solution ESABORA en attente de l'interconnexion? Est-ce que dans la convention, il est bien prévu l'utilisation de SISH? Enfin, comment c'est prévu? Alors oui, on fait partie des récalcitrants sur les options données par le ministère, puisqu'on a effectivement ESABORA depuis 2008. Nous, on était les premiers à l'utiliser. Donc, dans la mesure où on a développé un outil, on ne va pas faire de double, ni de triple ou de quadruple saisie. On en a parlé avec d'autres collègues, parce qu'à ce moment-là, il y a Histologe, il y en a pléthore. Donc pour l'instant, on attend de voir ce que va donner l'interfaçage quand il sera opérationnel, mais on laisse le soin à nos petits camarades de l'ARS de saisir tout ce qui doit être saisi sur le logiciel national. Si tu veux répondre, Sophie. Sophie, vous voulez compléter? Du coup, on est assez pressés, nous, de voir l'interfaçage entre ESABORA et SISH, parce que ça nous occasionnerait une simplification de notre charge de travail, pour le coup. On comprend. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a épuisé votre curiosité, ou c'est la digestion qui fait son effet? Ou les deux? Ah, monsieur là-bas.
Bonjour. Bonjour, Benoît Haro, mairie de Villejuif, SCHS. Question au SCHS de Cannes. Vis-à-vis de la CAF, est-ce que vous avez déjà eu des dossiers pour lesquels vous arrivez aux 18 mois de réquisition, entre guillemets, des APL? Non, pas encore, puisque la délibération, tout ça a été fait, date du 30 septembre et les questionnaires ont été envoyés en octobre. Donc les 10 premiers signalements arrivent là au SCHS de Cannes, donc non. D'accord. Deuxième question, toujours dans le cadre de la CAF. Les APL peuvent être soit versés aux propriétaires, soit aux locataires. Oui. Vis-à-vis du loyer, est-ce que vous avez étudié au terme de ces 18 mois, vis-à-vis du loyer dû par le locataire au propriétaire? Parce qu'on suspend, certes, le propriétaire ne touche pas la CAF, oui. Mais dans ce cas-là, le locataire, il ne doit plus la part CAF jusqu'à ce que le propriétaire fasse ses travaux. Voilà, c'est ce que je vous disais. La CAF s'est engagée dans la délibération que nous avons présentée au conseil municipal à traiter à la fois le propriétaire et le locataire et à bien indiquer à chacun, en fonction de la situation que vous évoquez, puisque effectivement l'aide peut être versée à l'un ou à l'autre, ce qu'ils doivent faire chacun ou ce qu'ils doivent verser ou ce qui sera consigné. Voilà, c'est individualisé. Merci. D'autres questions? On clôture du coup l'exercice de cette table ronde. Merci beaucoup pour vos interventions. Voilà. J'en profite pour appeler donc Marie Carrega, ou du moins la personne qui la remplace, pour la table ronde numéro 2, risques sanitaires liés au changement climatique. Merci. Bonjour à tous. Donc, je ne suis pas Marie Carrega, je suis Lucie Sénéchal, son adjointe. On travaille à la Direction générale de l'énergie et du climat, le bureau de l'adaptation au changement climatique. Et donc, après cette première table ronde sur la lutte contre l'habitat indigne, on va rester sur les enjeux de coordination, mais on va plutôt s'intéresser aux aspects de lutte contre, de prise en compte des risques sanitaires qui sont liés au changement climatique. Et on va s'intéresser en particulier au rôle des SCHS et la manière dont ils peuvent s'approprier l'approche Une seule santé. Alors peut-être juste pour vous faire quelques mots d'introduction, pourquoi est-ce que la DGEC s'invite dans votre colloque aujourd'hui ? Ça fait près d'1 an qu'on travaille à l'élaboration du 3e plan national sur le changement climatique. Et donc, c'est un travail très interministériel puisque l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, l'objet, c'est vraiment de pouvoir l'infuser dans l'ensemble des politiques publiques. Et donc, dans le cadre de l'élaboration de ce plan national d'adaptation au changement climatique, on a travaillé étroitement avec la Direction générale de la santé pour pouvoir vraiment intégrer des mesures d'adaptation pour faire face aux impacts du changement climatique sur la santé publique. Puisque vous le savez sans doute, mais on voit bien que ce soit au niveau du réchauffement des températures, les fortes chaleurs ont un impact sur la santé, mais aussi des impacts liés aux enjeux autour de l'eau, par exemple. Donc tout ça, ce sont des impacts du changement climatique qui vont affecter la santé publique. Et donc on doit se préparer dès aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a des impacts qu'on voit émerger dès aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir au moment de cette table ronde. Et puis voilà, il faut anticiper et voir un petit peu se préparer pour anticiper les années et les décennies à venir. Donc la table ronde qui s'ouvre va nous permettre justement d'aborder ensemble l'approche Une seule santé et on va voir comment elle peut être déclinée au niveau des SCHS. Et donc on va vous montrer pendant cette table ronde différents outils qui ont été mis en place dans certaines villes et puis également vous partager des expériences et des retours du terrain. Donc pour cette table ronde, j'accueille sur scène Lucille Vercouter, donc qui est médecin directeur de la Direction Santé publique à la ville de Valence. Bonjour. Ensuite, j'accueille Rémi Schwarzler et Anne-Sophie Tranchefeu du service de la Direction Santé publique de la ville de Besançon. Bonjour.
Et enfin, j'accueille Émilie Flandin et Didier Liard du SCHS d'Annecy. Alors, on va démarrer avec l'exemple de la ville de Valence et l'élaboration du contrat local de santé dans une dynamique, donc une approche One Health. Donc, Lucie Vercouter, vous êtes médecin directeur de la direction santé publique de la ville de Valence. Vous êtes médecin généraliste avec une compétence en santé publique. Et donc, depuis 2016, vous êtes médecin directeur à la ville de Valence. Et je comprends donc que cette direction réunit plusieurs services, dont un spécifique santé, environnement et transition écologique. Et donc, voilà, vous allez nous présenter un exemple de déclinaison de l'approche One Health comme outil pratique, avec comme outil pratique le contrat local de santé. Et donc, je comprends que voilà, vous avez choisi de mettre l'accent sur des déterminants de santé-environnement, et ce qui finalement complète un petit peu l'approche habituelle d'un CLS qui est plutôt axé sur la promotion, la prévention et l'accès aux soins. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis médecin directeur d'une direction santé qui regroupe un certain nombre de services. Un centre de santé pour les jeunes, un point accueil écoute jeunes, un dispositif de coordination d'acteurs autour de la question de la santé des jeunes, un service vaccination, de la médiation santé, de la prévention et un service prévention et accès aux soins, et un service santé-environnement et transition écologique qui nous a été confié il y a quelques années. Ce service santé-environnement met en place un certain nombre d'actions comme on les évoque depuis ce matin. La direction santé publique pilote le contrat local de santé depuis 2012 et on a terminé notre CLS précédent fin 2023 avec une attente de l'exécutif qui était d'axer le suivant un peu plus sur les thématiques de santé environnementale et de transition écologique. Du coup, on s'est demandé comment on allait mettre ça en place et quelle méthode on allait utiliser pour le mettre en place. On a travaillé ça en articulation étroite avec l'ARS, l'ARS de la Drôme, puisqu'on s'est réunis très régulièrement avec eux là, tout au long de l'année 2024. Et donc, on est d'abord parti de l'évaluation du CLS précédent et d'un diagnostic de territoire, comme très souvent quand on élabore un CLS. Et tenant compte, entre autres, de la proportion importante de personnes vivant seules, de plusieurs indicateurs de précarité, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, de pathologies plus importantes comme peuvent être le diabète ou les maladies psychiques. Et on a essayé de recueillir un certain nombre de données de santé environnementale. Ce n'était pas la première fois qu'on le faisait, mais là, on a essayé de les rassembler encore un petit peu plus. Ensuite, on a donc priorisé plusieurs déterminants de santé de façon un petit peu arbitraire, parce qu'il fallait forcément qu'on décide sur quels axes on allait travailler. Et on a identifié les thématiques de la nature en ville, la mobilité, le logement, le vivre ensemble, en complément d'axes plus classiques, on va dire, dans les CLS que peuvent être les questions de prévention, promotion santé ou accès aux soins. Voilà. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on amène nos collègues d'autres directions à venir à nos côtés pour qu'on puisse enrichir notre CLS.
Donc on a mobilisé l'ensemble des directions de la ville, les directions de l'agglomération qui œuvrent sur le territoire de la ville, comme les crèches qui sont confiées à l'agglomération, le CCAS et la régie de l'eau, pour venir passer une matinée de sensibilisation avec nous pour travailler sur le concept d'une seule santé. Dans un troisième temps, on a sollicité les partenaires du territoire, ceux qu'on connaît habituellement, ceux qu'on connaît moins, et on est allé en chercher plus sur le domaine santé environnementale avec l'aide de des autres directions qui nous ont aidés à enrichir. Et on a mis en place une journée avec l'intervention de l'ARS pour évoquer le concept Une seule santé, avec l'intervention du réseau français des villes santé auquel on est adhérent. Et puis plusieurs agents de notre direction santé. Et donc mes collègues du service santé-environnement étaient très impliqués autour d'un outil d'animation interactif qui était sur les déterminants de santé. On a réuni 38 structures différentes avec à peu près 80 personnes du territoire de Valence sur ce sujet-là. Et enfin, on a animé plusieurs réunions de partenaires santé et santé-environnement pour l'élaboration de fiches actions sur les thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà un petit peu au niveau de la méthode. Merci. Peut-être si on entre un petit peu dans le détail, vous avez évoqué les thématiques santé-environnement, vous avez mentionné la nature, les mobilités, le logement. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples de comment ça se présente ? Du coup, on a convenu de mettre en place 1, 2, 3, je ne me rappelle plus du coup, 2 axes transversaux. Le premier qui est sur l'aménagement d'un cadre de vie favorable à la santé et résilient au changement climatique, dans lequel on évoque plus particulièrement tout ce qui tourne autour du plan local d'urbanisme, par exemple. Le deuxième axe transversal touche à tout ce qui a à voir avec la coordination des acteurs, puisque c'est quelque chose qui avec tous les plans qui peuvent exister dans toutes les directions qui sont un petit peu listés dans cet axe. Le troisième axe porte sur, donc c'est le premier où on a mis des fiches thématiques sur la question de l'information, informer les acteurs et les habitants sur la santé globale, la santé environnementale et les perturbateurs endocriniens. Et donc dans cet axe, on retrouve comme exemple le fait de faire monter en compétence les agents et les salariés de structures partenaires sur des questions de santé environnementale, sur des questions d'urbanisme favorable à la santé et sur le concept d'une seule santé, et aussi sur les perturbateurs endocriniens. Ça va être ce qui va beaucoup nous occuper là dans les années à venir. Et une fois que les agents et salariés d'autres structures seront formés, l'idée c'est aussi ensuite d'aller vers la population pour les informer aussi sur les enjeux, les mêmes enjeux. Ça c'est l'axe 1. L'axe 2, c'est sur la prévention. Donc par exemple, je vais donner que des exemples, mais sur Nature en ville, on a mis dans cet axe-là agir avec la nature. Par exemple, à Valence, il y a eu un gros travail qui a été fait sur les îlots de chaleur ou îlots de fraîcheur. Il y a un plan arbre qui fonctionne depuis plusieurs années. À Valence, on a eu la neige il y a quelques années. Il y a plein d'arbres qui ont été détruits. Et du coup, on est dans une remise en route de tout un tas de plantation d'arbres et de pédagogie autour de l'intérêt de l'arbre. Survivre ensemble, par exemple, il y a un volet qui concerne la question de respecter les espaces communs, d'agir contre l'isolement
Donc ça, c'est plus classique sur le vivre ensemble. Sur le volet logement, on a 4 fiches sur le logement. La question d'accéder au logement. Là-dessus, on travaille dans le cadre du conseil local de santé mentale par rapport à l'accès au logement des personnes malades psychiques. La question de faciliter le maintien dans le logement. Donc 3e fiche sur améliorer la qualité du logement et une 4e fiche sur s'approprier le logement qui a à voir aussi avec la qualité de l'air intérieur. On est plus là sous l'angle accompagnement, pédagogie, sensibilisation. Sur la mobilité, on retrouve des thématiques comme aménager avec les mobilités douces, rendre les habitants acteurs de leur mobilité ou faciliter l'accès aux transports en commun ou aux mobilités douces. Ensuite, on retrouve les thématiques qu'on retrouve très souvent dans les CLS autour de la prévention et promotion de la santé, informer, dépister, donner du pouvoir d'agir pour sa santé. Et sur l'aspect accès aux soins, je ne développerai pas parce que ce n'est pas trop le sujet, mais on retrouve tout ce qui tourne autour de faciliter l'accès aux droits et l'accès aux soins pour tous. Merci. Peut-être juste une dernière question en matière d'évaluation, parce que je comprends que vous avez mis en place un système d'évaluation continue avec un bilan annuel des actions proposées. Donc, est-ce que vous avez déjà un premier retour en matière d'évaluation ? Alors non, parce qu'en fait, le CLS là dont je vous parle, il est validé au conseil municipal lundi prochain. Voilà, donc il va avoir lieu, enfin il va se décliner entre 2025 et 2027. Mais par contre, je pense qu'on va utiliser la même méthode qu'on avait utilisée pour le CLS précédent. On a prévu des comités techniques qui vont réunir. Il y a 16 signataires qui sont prévus dans ce CLS. Et contrairement au CLS précédent, on a demandé au bailleur social principal d'être signataire. Donc c'est Valence Roman Habitat. On a demandé à Valence Roman Mobilité d'être présent aussi, Valence Roman Eau. Il y a aussi la CPTS, la Communauté professionnelle territoriale de santé, qui sont des nouveaux signataires. Et du coup, on va les réunir en comité de pilotage, en comité technique avec les techniciens et bien sûr que sur l'ensemble des fiches, on va mettre en place des suivis qui ne sont pas forcément au travers de groupes de travail, puisqu'on en coordonne pas mal, mais un bilan annuel qui est déjà cadré dans le cadre du CLS, avec un certain nombre de questions qui seront posées à chacun avec des engagements de chaque signataire. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, très détaillée. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple de déclinaison de l'approche One Health, qui passe aussi par le CLS, mais avec une dynamique différente. Donc là, pour nous présenter cet exemple de la ville de Besançon, donc on a sur scène Anne-Sophie Tranchefeu, donc qui est ingénieure de salubrité et chef du service salubrité et santé environnement au sein de la direction santé publique de la ville de Besançon, et Rémi Schwarzler, donc qui est médecin directeur de la santé publique à la ville de Besançon, et donc qui travaille aussi comme référent technique pour la ville au sein du réseau français des villes de santé de l'OMS. Alors, l'expérience que vous allez nous présenter, vous partez d'un exemple spécifique d'évaluation d'impact sur la santé dans un quartier, et ensuite vous avez pu impulser certaines évolutions donc des EIS pour les intégrer dans le plan local d'urbanisme intercommunal, dans le cadre d'un contrat local de santé, donc où on retrouve bien comme principe fondateur l'approche One Health. Donc je vous laisse nous dire plus en détail l'approche que vous avez eue pour la ville.
Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter l'évaluation d'impact en santé, donc l'EIS, que la ville de Besançon a souhaité mener dès 2019 pour impulser la prise en compte de la santé dans les projets. Et donc l'EIS s'est porté dans le cadre du renouvellement urbain d'un quartier prioritaire politique de la ville de Besançon, et plus particulièrement sur l'amélioration de la qualité résidentielle d'un immeuble de 85 logements. C'était des logements sociaux. Ce que je tiens à préciser, c'est que 70% de l'état de notre santé va dépendre du milieu physique, social, de nos habitudes, de nos conditions de vie. Et ainsi, au niveau de l'échelon local, les choix d'aménagement vont être un véritable levier pour améliorer la qualité de la santé. Donc, je précise aussi que les EIS, elles vont s'intéresser à la santé au sens large, c'est-à-dire que ça va cibler la santé physique, le bien-être et aussi la qualité de vie. Et elle va s'intéresser aussi, elle va cibler tous les différents types de publics, dont les plus vulnérables. Donc, le concept de l'EIS, son essence même, c'est grâce à cet outil, qui est un outil aussi au service de l'urbanisme favorable à la santé, ça je tiens aussi à le préciser, on va estimer à l'avance les effets potentiels sur la santé d'un projet, d'un programme ou d'une politique, souvent très éloignée du champ de la santé pure, donc de l'offre de soins. Et ça va vraiment permettre d'estimer à l'avance les effets potentiellement négatifs du projet sur la santé et potentiellement positifs du projet. Et l'EIS va permettre d'établir des recommandations, des prescriptions pour justement minimiser ces effets négatifs et au contraire maximiser ces effets positifs. Donc, à la ville de Besançon, dans le cadre du projet au niveau de l'abord de l'immeuble en question, on a travaillé avec la direction d'urbanisme, le contrat de ville. On a travaillé également avec le logeur social qui gère l'immeuble et on a été accompagné par un bureau d'études puisqu'on a répondu à un appel à projet. Il faut savoir donc qu'on a travaillé en mode projet avec... je précise aussi que l'EIS, ça répond à une méthodologie qui est très encadrée avec plusieurs étapes. Donc, je vais me permettre de vous les décrire parce que c'est là toute l'essence effectivement de l'EIS. Donc, tout d'abord, on a la sélection. Donc, au niveau du projet d'amélioration de la qualité résidentielle, on va là identifier les enjeux qui ont un impact potentiel sur la santé. Et donc là, je ne vais pas tout détailler l'étude puisqu'elle fait 100 pages, mais je vais donner des exemples. Donc là, ça a été par exemple la situation de l'immeuble qui était très enclavé, très excentré, avec des espaces publics très largement goudronnés. Après vient l'étape du cadrage, où là, véritablement, on va aller regarder les déterminants de la santé qui vont être impactés par le projet. Donc là, on a par exemple tout ce qui est, on parlait tout à l'heure de la lutte contre les îlots de chaleur. Donc là, avec des espaces très largement goudronnés, on a le déterminant milieu physique, température. Et donc après vient l'analyse. Donc pour chaque déterminant de santé identifié, on va venir croiser les données probantes de la littérature scientifique avec les entretiens qu'on a fait des différentes parties prenantes, donc les professionnels, les maisons de quartier, les conseils des habitants et les habitants eux-mêmes aussi, puisque c'est une démarche qui est participative. Et puis, à l'issue de ces analyses, on a des recommandations. Donc, pour ce projet-là, on a eu 43 recommandations opérationnelles autour de 11 recommandations stratégiques. Et si je continue sur mon exemple, là, ça a été par exemple pour améliorer le cadre de vie et l'image du secteur. Ça a été notamment l'idée, c'était de désimperméabiliser au maximum les espaces, pour ne prendre que cet exemple-là, et notamment un grand espace de stationnement. Et puis après, vient tout l'aspect suivi de ces recommandations, qui vont avoir lieu l'année prochaine, puisque les travaux, à la fois aux abords de l'immeuble, mais aussi au niveau de l'aménagement de l'espace public, vont commencer dès 2025. On a eu pas mal de retard, effectivement, à cause du Covid.
Donc, cette EIS, elle a été portée donc, par la direction santé publique. Généralement, elles sont portées plutôt par les porteurs de projets. Néanmoins, on a pu effectivement, grâce à cette étude, pouvoir sensibiliser et acculturer un grand nombre de services et de partenaires donc, sur ce qu'était l'urbanisme favorable à la santé. Et on a poursuivi justement ce travail dans le cadre du CLS avec un certain nombre d'actions. Et on a pu mener d'autres EIS, comme par exemple, on a pu mener une EIS pour finalement changer d'échelle et puis s'intéresser, parce que là je parle de la ville de Besançon beaucoup, mais se dire, au niveau de Grand Besançon Métropole, donc c'est 68 communes, comment aussi je vais mobiliser les petites communes, parce qu'elles aussi, elles agissent déjà sans même le savoir, même voilà, pour capitaliser déjà ce qui est fait, même sur la ville de Besançon, et pour aller plus loin dans ces réflexions. Et on a mené une EIS sur le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ça, on a vraiment changé d'échelle, et c'était très intéressant. Merci. Peut-être vous pouvez nous en dire plus justement sur en quoi l'EIS est un tremplin pour l'urbanisme favorable à la santé et comment elle permet d'aller plus loin dans les outils de planification. Alors au niveau donc, des outils de planification, donc, grâce à l'EIS sur donc, ce que je veux dire, le PADD, donc c'est le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ça a vraiment permis de mettre en perspective la santé dans ce document cadre qui reprend donc des grandes ambitions pour la métropole, ces ambitions étant déclinées en grandes orientations. Et ça a vraiment permis, alors là aussi je vais prendre quelques exemples, mais par exemple dans l'ambition d'avoir une métropole vertueuse et solidaire, c'était de se dire voilà, de bien noter noir sur blanc comme cadre, d'avoir une offre en équipement salutaire pour la santé physique et mentale des habitants, pour par exemple l'ambition d'avoir un cadre de vie, une métropole avec un cadre de vie sain, c'est clairement noté, de penser des aménagements fonctionnels et opérationnels pour une santé favorable à la santé et à l'environnement. Donc c'est très important puisque après on va pouvoir avoir des prescriptions donc, qui vont être mises dans le zonage et le règlement du PLUI. Et puis de pouvoir vraiment avoir des choses très concrètes. Donc, j'ai en tête, effectivement, là, ils n'ont pas attendu. C'est vrai que tout ce travail en amont de sensibilisation, notamment de travailler avec la direction urbanisme, ça a été très profitable. Puisque dans le cadre de la déconstruction, je vais encore reprendre un exemple sur Besançon, mais j'en ai d'autres aussi pour les petites communes, mais dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain sur un secteur déconstruit, donc qui était aussi politique quartier prioritaire de la ville, où on a déconstruit 526 logements. L'aménagement des espaces publics et les futures constructions ont vraiment été pensés par un prisme santé. Et c'est très intéressant dans l'approche qu'effectivement, le milieu physique a un fort impact sur la santé. Donc, par exemple, pour l'habitat, à partir au niveau des constructions, à partir des logements T2, il faudra qu'ils soient traversants. Il faudra que la cuisine soit en premier rideau pour avoir un éclairement directement sur l'extérieur, une hauteur de plafond surélevée pour permettre une meilleure circulation, par exemple, je pense des COV, une meilleure luminosité. Donc là, on est vraiment dans des cas très, très pratiques, concrets. Par exemple, sur les espaces partagés, on a des escaliers dans les communs qui sont éclairés par la lumière naturelle, des espaces de vélo qui sont grands, sécurisés pour promouvoir les déplacements doux. Et puis, j'ajouterais aussi comme exemple par rapport... Alors, c'est pas encore construit. Et donc, là, il y a eu tout l'aspect aménagement de l'espace public avec ce qu'on appelle les technosols. Et on a à peu près l'équivalent de 2 piscines olympiques de terre qui ont été retournées afin de favoriser la biodiversité. Et ils ont pu aussi planter de la végétation. Et quand les premiers habitants vont arriver, alors en 2027, 2026, 2027, il y aura déjà des arbres, de la végétation, et c'est à peu près 50% d'espaces communs, d'espaces publics et 50% d'habitation.
Donc je trouve que ça illustre bien ce concept et c'est vraiment du concret. Effectivement, c'est des mesures très concrètes et on le voit bien, l'adaptation au changement climatique, on a un enjeu vraiment local, où il faut s'adapter aux spécificités de chaque territoire et vraiment trouver la solution qui sera adaptée à la situation particulière. Peut-être une dernière question en termes de perspectives d'avenir. Je comprends que vous avez des webinaires prévus, des rencontres régionales, si vous voulez nous en dire quelques mots. Oui, en effet, bonjour à tous. Donc, il y a plusieurs webinaires qui sont prévus, notamment sur la dynamique Une seule santé. Et je voudrais compléter les propos de ma collègue Anne-Sophie avec le passage de l'approche santé environnementale sur un exemple du premier EIS à Besançon à partir de 2019 et comment on est passé progressivement sur une dynamique Une seule santé. Puisque le premier exemple, c'est vraiment très santé-environnement avec une dynamique transversale. Et cette culture, elle est assez marquée à Besançon historiquement avec une direction des espaces verts qui est biodiversité espaces verts, qui a cette vision biodiversité marquée. Mais on notait quand même jusque-là des points, on va dire, de divergence entre santé animale, santé humaine, la santé environnementale avec le service environnement qui est à Grand Besançon Métropole. L'EIS et puis l'inclusion de l'EIS Flash, donc sur le PLUI, dans le cadre du contrat local de santé, a permis déjà de diffuser ces notions. En parallèle, il y a eu le Covid. Le Covid, donc zoonose qui est venu questionner les relations entre homme, animal et comment les maladies peuvent passer de l'un à l'autre. On a créé à Besançon, dans le moment du Covid, un conseil local d'appui en santé publique afin d'aiguiller les décisions politiques, de pouvoir les conseiller avec des experts locaux. C'est un groupe qui est multidisciplinaire, notamment avec des écologues. Et un de ces écologues, qui est Patrick Géraudou, a pu nous orienter progressivement sur cette notion de One Health. En parallèle, donc Besançon, membre du réseau français des villes santé de l'OMS, qui promeut cette dynamique One Health. Et on pouvait retrouver également la création d'un module dans le cadre de l'université d'été francophone en santé publique de Besançon, de One Health. Donc tous ces faisceaux ont amené la ville de Besançon à travailler sur cette dynamique-là, à faire se rapprocher les différentes directions qui travaillaient de manière plutôt cloisonnée auparavant et à essayer d'inclure cette vision à travers toutes les politiques publiques et notamment dans le cadre de l'écriture du nouveau CLS qui a d'ailleurs été validé hier soir en conseil municipal, qui sera donc pour janvier 2025. On a pu inclure la dynamique One Health comme principe fondateur maintenant du contrat local de santé, essayer de voir l'ensemble des fiches actions avec ce prisme. Donc c'est vraiment cette idée de pouvoir travailler l'ensemble des sujets dans cette vision One Health et puis après de travailler en transversalité avec un groupe technique qui est constitué aujourd'hui des directions que j'ai citées précédemment et qui nous amène à revoir nos projets historiquement, je dirais, un peu cloisonnés. Et les cycles de webinaires auxquels on participe illustrent cette démarche-là et cette histoire de l'inclusion du One Health dans les visions de la ville. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous montre bien effectivement les différents outils de planification qui peuvent être déployés dans une approche One Health. Pour la dernière présentation de la table ronde, je vais passer le micro donc, à Émilie Flandin, qui est inspectrice salubrité au SCHS d'Annecy depuis 2017, et vous êtes la référente de la lutte antivectorielle au sein du service. Et à côté de vous, Didier Liard, qui est directeur du service du SCHS depuis 2017, donc au SCHS d'Annecy. Donc l'exemple dont vous allez nous parler, là pour le coup c'est vraiment une déclinaison de terrain de l'approche One Health avec l'exemple spécifique de la lutte antivectorielle sur la commune d'Annecy et plus précisément sur la prévention des nuisances produites par le moustique tigre. Donc voilà, je vous laisse présenter votre opération.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais faire une petite présentation du service hygiène et de la commune d'Annecy qui a évolué justement depuis 2017 parce qu'il y a eu une fusion de communes avec 5 communes autour. Donc on s'est agrandi. Par ailleurs, la ville d'Annecy, dans le cadre d'une seule santé, vient d'adhérer aux villes santé OMS très, très récemment. Et par ailleurs, quand on fait des projections sur les effets du climat, Annecy était désignée comme la ville qui subirait le plus gros réchauffement d'ici 2050. Donc effectivement, les élus y prêtent une attention particulière. Et dans le cadre de ce changement climatique, en 2019, le moustique tigre a fait son apparition sur Annecy, alors qu'auparavant, il était resté cantonné à la frontière à Aix-les-Bains pendant plusieurs années. Donc, on a eu les premiers cas en 2019 et les différentes plaintes sont arrivées au fil des années et il a fait qu'en 2022, ça devenait assez prenant. Donc, on a mis en place, notamment dans le cadre d'un appel à manifestation au niveau de l'environnement avec l'ARS, il y a une prise de participation sur la thématique du moustique tigre qui nous a permis de mettre en place avec l'EID, de mettre en place une expérimentation sur la commune d'Annecy. Donc, en faisant le point sur les différentes plaintes qu'on avait eues, et s'agissant effectivement, parce qu'il faut voir qu'Annecy, on est quand même sur un site un peu privilégié d'un point de vue environnemental, d'un point de vue socio-économique. Effectivement, en parlant de ça, c'est sur des quartiers assez résidentiels de maisons où on avait le plus nombre de cas de plaintes. Donc on a trouvé 3 secteurs de la ville sur le territoire, on va dire, d'Annecy historique, donc chef-lieu des départements en 2017, on est toujours, mais avant l'extension. Et donc on a repéré 3 quartiers. Et c'était à ce moment-là, on a fait après avoir vu avec l'EID, savoir comment intervenir, quelles étaient la problématique, sachant que pour les communes, il est nécessaire qu'on fasse de la prévention pour prévenir l'expansion du moustique tigre. Parce qu'il faut savoir que le moustique tigre, dans l'absolu, il a gagné. On ne va pas pouvoir l'éradiquer. Il faut qu'on trouve des moyens pour ralentir son extension, sa propagation. Donc, on a ciblé 3 quartiers. Et sur ces 3 quartiers, on a commencé par faire du porte-à-porte. Et là, je vais laisser la main pour continuer précisément comment s'est passée l'expérimentation à Émilie. Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, le moustique tigre, il s'est bien implanté partout et mondialement, il s'installe bien. Donc nous, effectivement, on a choisi d'agir sur 3 quartiers en s'appuyant sur l'expertise de l'entente interdépartementale de démoustication pour mener en fait une expérience à l'échelle de ces quartiers et voir effectivement comment à l'échelle d'un quartier on peut faire bouger les leviers et surtout que les gens prennent conscience de leur rôle dans cette lutte. Puisque les premières, effectivement, le porte-à-porte s'est effectué en 2022, avec l'aide d'un service civique. Donc, on a fait à peu près 449 adresses qui étaient répertoriées. Et la personne a réalisé 125 visites. 125 visites de personnes qui étaient volontaires pour qu'on fasse le tour de leurs extérieurs, puisque le but, c'était vraiment de sensibiliser les personnes aux bons gestes, donc de leur amener un peu une checklist des points à vérifier pour supprimer tout ce qui est gîte larvaire. Donc effectivement, c'est rentrer dans l'espace privé, c'est donner des conseils à des personnes qui des fois n'ont pas forcément le temps ou pas envie de vous écouter. Donc il faut pouvoir effectivement être convaincant pour leur expliquer que c'est l'affaire de tout le monde. Parce qu'effectivement,
pour la plupart des gens, la première fois qu'on passe chez eux, c'est qu'avant, il n'y avait pas le moustique, on ne comprend pas pourquoi il est là. Forcément, c'est la faute du maire, hein, c'est lui qui les a amenés. Donc, on ne comprend pas. Donc, effectivement, il faut remettre dans le contexte pourquoi aujourd'hui on en est ici avec toutes ces espèces exotiques envahissantes. C'est un petit peu une responsabilité que chacun peut porter, hein, puisque chacun a pu commander à l'étranger et faire des voyages, ramener avec lui ces petites bébêtes, malheureusement. Donc aujourd'hui, c'est faire prendre conscience aux gens de l'impact qu'on peut avoir soi-même pour faire diminuer une nuisance. Donc on s'est aperçu qu'effectivement, malgré des avis de passage laissés aux personnes qui n'étaient pas présentes, on a eu très peu de retours pour faire le diagnostic chez les personnes. Donc en 2023, on s'est posé la question d'agir différemment. C'est-à-dire qu'on a remené cette action sur ces 3 quartiers pilotes, hein, qui représentent à peu près au total 800 adresses, en leur proposant un piège passif qui attire les femelles qui veulent pondre. Et l'effet, c'était effectivement que les gens qui souhaitent ce piège nous reçoivent, s'engagent à signer une charte, à respecter les bons gestes. Donc, on connaît tous, hein, jeter, couvrir, vider, inspecter ses extérieurs pour limiter le nombre de gîtes larvaires. Donc, effectivement, on avait recruté 2 personnes en CDD pour nous aider dans cette mission, hein, pour faire ce porte-à-porte. Et donc ce porte-à-porte s'est réalisé pendant 6 mois en fait. Enfin, on a commencé effectivement au mois de juin, juillet, début août pour faire l'ensemble du porte-à-porte. Et on a continué par une enquête sociologique, c'est-à-dire que les personnes qui ont fait le diagnostic initial sont repassées chez les personnes qui avaient signé les chartes pour avoir leur ressenti. Donc, ce qu'on a pu observer par rapport à l'année 2022, c'est que les premiers conseils qui avaient été distribués aux personnes qui nous avaient déjà ouvert leurs portes n'avaient pas forcément tous été assimilés. Donc, on se rend compte qu'effectivement, les consignes basiques, il faut pouvoir les redire et les redire jusqu'à ce qu'effectivement, ça puisse être pris en compte. On s'est aperçu également que le message à diffuser, il fallait être vraiment très très pédagogue et bien expliquer sur des choses qui sont très terre à terre, mais voilà, comment préparer un regard en pied de chenot pour le couvrir, pour éviter effectivement qu'il y ait de la stagnation des eaux, que le moustique tigre s'adapte très bien et que tous les ouvrages qu'on avait pu concevoir jusqu'à présent ne sont pas adaptés à cette espèce. Effectivement aussi s'apercevoir que il n'y a pas que sur le domaine privé où on a des problématiques, même si 80% des gîtes larvaires sont sur le domaine privé, que nous aussi, collectivité, on a notre rôle à jouer. Donc sur tous les quartiers tests qu'on avait fait, on avait effectivement fait le diagnostic des bâtiments publics pour voir comment effectivement les aménager pour ne pas avoir de gîtes larvaires. Et effectivement inclure également le PCI qui gère tout ce qui est réseau d'eau pluviale, parce qu'effectivement en période effectivement de intense l'été au niveau du mois de juillet, l'eau qui stagne, elle se retrouve aussi dans les décanteurs d'eau pluviale. Donc il faut faire quelque chose. C'est vrai que c'était la partie terrain. À côté de ça, on a également mené des enquêtes entomologiques, donc avec des campagnes de prélèvement sur nos quartiers tests, mais également sur un autre quartier où on n'a pas fait de sensibilisation pour voir effectivement comparer. Et c'était important de pouvoir mener de front. Donc en 2022, on a fait cette enquête sur 7 campagnes. 2023, on a rajouté 2 campagnes de plus, puisqu'on s'est aperçu effectivement que la nuisance ressentie, elle va bien au-delà du mois d'août. Hein. Et sur cette année 2024, on n'a pas forcément refait du porte-à-porte, mais on a renvoyé en tout début de saison à chaque personne qui avait signé la charte
un courrier pour leur redire sortez vos pièges, c'est le moment, il faut repréparer sa parcelle, faites le tour, réappliquez bien les bons gestes. Et on a une personne là actuellement donc, qui a repris la mission de l'enquête pour vérifier effectivement auprès des personnes si elles avaient bien intégré toutes les consignes et surtout s'il y avait eu en fait un message passé entre voisins, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu de l'entraide au niveau du quartier, est-ce que les bons gestes ou les bonnes astuces se sont partagés au niveau du voisinage. Donc actuellement, voilà, donc comme je vous ai dit, on a distribué à peu près 450 pièges, donc ça fait 450 volontaires. Sur ces 450 personnes, aujourd'hui, 200 personnes à peu près ont répondu présentes pour ce recontrôle sur place. 200 autres personnes n'ont pas répondu, donc on s'aperçoit que la mobilisation, au fil du temps, elle se perd un petit peu et que le ressenti des gens quand donc on leur pose la question, c'est qu'ils ont fait les bons gestes et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont encore du moustique chez eux. Donc quand il y a une partie terrain, en fait, on refait le diagnostic avec eux pour vérifier s'ils ont bien préparé leur regard, s'ils ont bien curé leurs chenaux. Donc tout ce qui est facile à faire, les sous-coupes à vider, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est plus technique, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Les personnes âgées qui sont un peu isolées, le voisin qui est à côté ne va pas forcément aller l'aider à mettre en place et en œuvre des moustiquaires. Pareil, les réserves d'eau de pluie, on a beau dire effectivement qu'il faut les couvrir, elles ne sont pas forcément couvertes. C'est difficile en fait de faire prendre conscience aux gens que chacun a sa responsabilité et que si on n'agit pas tous ensemble sur cette thématique, on n'y arrivera pas en fait. Donc aujourd'hui, pour 2024, 2025 en tout cas, on va essayer de réfléchir différemment aussi sur le mode de communication, puisque on a fait beaucoup de conférences, mais on s'aperçoit que les gens en fait ne viennent pas aux conférences. Par contre, ce qui va marquer, c'est les réseaux sociaux, où dès qu'effectivement il y a un traitement qui est fait dans le cadre d'une arbovirose déclarée, que les gros titres des journaux vont parler de dingue. Et là, on nous dit, mais il a fallu attendre un cas de dingue pour que la ville d'Annecy fasse quelque chose. Donc c'est vrai que les gens, en fait, n'ont pas connaissance non seulement des compétences, parce que quand il y a effectivement un cas d'arbovirose, ça va être traité à l'échelle d'un quartier et c'est l'ARS qui prend le relais puisque c'est compétence du préfet. Nous, on est là pour sensibiliser et en tout cas, faire comprendre aux gens. Pour eux, la solution, ce serait effectivement de pulvériser un produit. Pourquoi on ne pulvérise pas ? Non, en fait, on ne peut pas faire ça. D'une part, parce que le produit utilisé, il n'est pas sélectif. Donc, on tue effectivement une grande partie de la biodiversité, qu'il est très toxique, y compris pour nous, pour nos animaux domestiques. Donc non, aujourd'hui, la solution du produit pour tuer les insectes, c'est malheureusement un amalgame qu'on retrouve y compris pour la punaise de lit et que les actions mécaniques qu'on peut faire et mettre en place simplement au niveau de sa parcelle, c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, aujourd'hui, la responsabilisation de chacun, c'est là-dessus qu'il va falloir agir et on s'aperçoit qu'effectivement, ça va prendre un petit peu de temps pour que les gens arrivent à acquérir ces bons gestes. Après, effectivement, on voit qu'à l'échelle des quartiers, il y a des personnes qui sont motivées. On a fait un webinaire, effectivement, à l'attention de tous les conseils de quartier. Donc ça a bien été diffusé. Et là, sur 2025, la piste qu'on envisage, c'est vraiment de faire des animations à l'échelle du quartier pour que chacun puisse saisir cette information. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a tellement d'informations qui diffusent que on a beau effectivement faire des affichages. On a fait tout un affichage au mois d'avril sur des gros panneaux d'eco, zéro invasion, zéro éclosion. Et en fait, personne n'a vraiment vu le message. Et aujourd'hui, les messages qui diffusent, faut qu'on réfléchisse sur une autre manière de communiquer. En tout cas, à l'échelle de ces 3 quartiers, on va maintenir l'opération l'année prochaine, effectivement, pour vérifier la propagation du moustique.
en tout cas son expansion. Ce qu'on a pu voir cette année, c'est qu'au vu des conditions climatiques, on a une baisse, mais voilà, on verra l'année prochaine ce que ça donne. Est-ce que c'est ce qu'on a fait sur nos quartiers qui ont permis effectivement de faire diminuer quand même le nombre de gîtes larvaires et donc potentiellement le ressenti de la nuisance. En tout cas, voilà, on va réfléchir pour 2025 et on ne perd pas espoir. Le tout, c'est qu'effectivement, faire comprendre aux gens que c'est quelque chose qui est arrivé et qui arrive partout et qu'il faut reprendre possession de ses extérieurs, entretenir son jardin. Et c'est le meilleur moyen aussi, quand on va tailler sa haie, de faire connaissance avec son voisin, réapprendre à parler entre nous. Voilà, c'est ce genre de perspective en tout cas qu'on envisage et on a bon espoir qu'il y ait un dialogue qui se recrée. En parlant de communication, on a aussi fait, qui était important, qui était une réussite, c'était un webinaire en interne où on a pu informer nos collègues qui étaient nombreux à participer. Ça, c'était quelque chose de positif. On a aussi de faire une information auprès de tous les syndics et les bailleurs. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait que les 2 plus gros bailleurs connus qui sont venus. Donc effectivement, malgré le fait aussi qu'on ait distribué les infos, un affichage dans chaque montée d'immeuble sur les trois quartiers précités, donc effectivement, au niveau de la communication, c'est pas simple à motiver. Et comme l'avait dit Émilie, c'est quand les gens voient une problématique de déclaration. Cette année, on a eu la dingue avec pas de cas autochtones, c'était des cas qui avaient transité par la Martinique. Sur les 3 cas qu'on a eu à chaque fois, c'était la Martinique. Et ça a nécessité sur les 3 cas 2 traitements. Voilà, c'est là que ça bouge, qu'on se fait un peu rentrer dedans. Il ne faut pas avoir peur des mots. Donc voilà, donc effectivement, c'est un travail de longue haleine. C'est une expérimentation qui est appelée à s'étendre sur l'ensemble du territoire de la Cumone qui est vaste. Du coup, donc voilà. Donc, et en même temps, comme aussi, où c'est pas facile pour agir, c'est qu'on est dépendant, nous, en interne, des finances de la commune pour avoir des moyens, notamment de personnel, pour intervenir. L'année dernière, on a eu 2 contrats de 6 mois. On devait partir un peu pareil cette année. On a eu 10 semaines. Et l'année prochaine, on ne sait pas, vu la situation actuelle. Voilà. Donc on va voir avec d'autres biais, sachant qu'on travaille toujours en lien avec l'UID, qui est un partenaire qui est bien présent et efficace avec nous. Merci beaucoup pour cette présentation très fouillée. Je crois qu'elle montre bien les différents obstacles et les freins qu'on peut rencontrer sur le terrain pour cette prévention des nuisibles. Et puis là aussi, vous montrez bien les interactions entre environnement et les différentes pratiques humaines. Je propose qu'on passe sans plus tarder, parce que l'heure tourne, aux questions de la salle. Donc si vous souhaitez poser vos questions, c'est maintenant. Il y a un monsieur là-bas. Bonjour, Raphaël de Ramé du SCHS de Vanves. Est-ce que pour Annecy, dans le cadre de la lutte contre le moustique tigre, vous avez mis des moyens? Et est-ce que vous avez réfléchi sur les bornes anti-moustiques, dont Kista, pour ne pas le citer, est le leader? Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Et si oui, quelles ont été les conclusions? Alors pour nous, la réflexion est claire. La lutte contre le moustique tigre passe par la chasse aux gîtes larvaires. Donc tant que des gîtes larvaires persistent sur toute la commune, on ne voit pas l'intérêt de mettre en place ces bornes. S'il faut donner une autre expérience, puisque Valence se coltine les moustiques tigres aussi depuis un long moment. Donc on est dans la même dynamique au sein de notre direction de plutôt éviter les gîtes larvaires plutôt que de traiter les moustiques. Et notre équipe politique a mis en place un budget participatif depuis l'année dernière. Et un des dossiers qui ressort systématiquement dans le budget participatif, c'est qu'il faut installer des bornes anti-moustiques
Donc on n'arrivera pas à résister à cette demande et les bornes vont être installées à la demande des habitants contre l'avis de l'adjointe à la santé qui a bien compris la problématique, mais je pense que la pression autour de ce sujet-là est trop forte par rapport à ce que l'exécutif peut résister. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est comme pour la punaise de lit, pour le moustique tigre, il n'y a pas de solution miracle. C'est à nous de prendre en charge, à faire de la prévention, et on ne pourra pas éradiquer ces nuisibles. Donc, effectivement, c'est bien prendre conscience de ça et pas dire, effectivement, on a trouvé une solution qui est miraculeuse, qui va tout enlever. Ça n'existe pas. Hein. On a une question devant. Oui, donc Yann Bérou. Didier, au niveau budget, combien ça te coûte de faire ça sur une année à peu près ? Alors, on est parti sur la première année parce qu'avec on avait eu qui a été mandaté un budget de 25 000 euros avec l'aide à manifestation, donc qui prenait en compte effectivement l'intervention de l'EID, le personnel. Donc l'année dernière, c'est où on a eu le plus. Hein, on a eu sur les 2 fois, enfin un équivalent temps plein sur l'année dans l'absolu. Et puis cette année, après, on a d'autres soucis sur le ID. On est à 5, oui, c'est 6 000 euros. Et je voulais dire l'enquête entémologique. Voilà, ouais, donc c'est une certaine somme. Mais après, au niveau de, c'est plus compliqué, c'est sur la partie RH. Parce qu'on n'a pas vraiment la main sur ce budget. Donc c'est pour ça, l'année prochaine, on ne sait pas du tout. Hein, pour cette année, on a eu 10 semaines. Et la personne qu'on a recrutée, on a eu de la chance, c'est une entomologiste franco-argentine, chercheuse, et qui du coup a pu aller sur le terrain et qui a le niveau supérieur à nous et qui est capable d'expliquer toute la problématique de ça, et puis même qui nous renseigne aussi pour d'autres soucis, parce qu'on a aussi, dans le cadre de justement toujours une santé, qui est problème de nuisibles, de changement climatique, on a le frelon asiatique qui nous a posé des soucis, mais là, en octobre-novembre, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner l'année prochaine, mais c'est inquiétant aussi. Oui, bonjour, Sophie Rousselet pour l'ARS de Guadeloupe. Donc, les moustiques, on connaît. On est en épidémie, voilà, on enchaîne une deuxième épidémie. Donc, j'ai 2 questions et j'ai aussi une remarque, éventuellement une suggestion. Donc, la première question, c'est savoir est-ce que vous êtes rapproché du rectorat ou des écoles pour avoir un peu des écoles pilotes ou des éléments comme ça pour justement travailler sur la jeunesse, parce que du coup les messages y passent bien, la jeunesse qui grandit, etc. Ça, c'est une question. Une deuxième question un petit peu peut-être plus complexe, est-ce que vous travaillez avec l'ARS ou vous-même à anticiper sur éventuellement une épidémie, et quels moyens vous pourriez mettre en place pour éviter une épidémie, mais s'il y a une épidémie, comment vous faites? Voilà. Du coup, en termes de remarques, il faut insister sur la prévention, parce qu'en Guadeloupe, la dengue, c'est quelque chose qui circule quand même régulièrement, et on continue à avoir des épidémies. Donc quand vous dites qu'il faut insister, il faut vraiment insister, et avec acharnement. Voilà. J'ai une troisième question. Est-ce que vous continuez la surveillance entomologique et est-ce que vous identifiez les espèces? Alors, pour répondre à votre question, effectivement, dans nos quartiers tests, on a réalisé des animations au niveau du scolaire. Donc, on a acquis en fait une valise pédagogique auprès de l'EID, donc une valise qui est très bien fournie avec pas mal de petites activités. Donc, dans toutes les écoles qui sont situées dans les quartiers tests, je suis passée faire des animations moustiques-tigres. Donc voilà, c'était une première pour moi, hein, puisque bon, d'habitude j'ai un public adulte, voilà. Donc là, il a fallu réadapter le langage pour capter l'attention des enfants. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu plein de questions, et ce qui était surtout intéressant, c'est que c'est des enfants chez qui potentiellement on était déjà passé dans le cadre du porte-à-porte, parce que c'est l'école de quartier.
Donc, ils ont pu repartir avec leurs bons conseils, le petit jeu, les quiz, savoir le cycle larvaire, comment ça se passait. Les photos, en plus, j'avais fait de l'élevage de larves, donc on a pu en récupérer, leur montrer. Donc, c'était très interactif. Et ils sont repartis de nouveau avec la checklist et le flyer explicatif. Donc, ils ont pu redonner ça aux parents. Et on compte décliner, donc là, je travaille surtout avec les collègues du service scolaire, pour qu'en fait, les animateurs puissent utiliser cette valise dans toutes les écoles en fait, de la ville d'Annecy. Voilà, qu'on puisse diffuser ce message via les enfants. Donc ça, c'est très important. Et via l'année prochaine, je pense qu'on organisera des petites animations plus fouillées et qui durent un peu plus dans le temps au niveau des écoles. Par rapport au travail avec l'ARS, donc on est assez en alerte avec eux sur pas mal de points sur le moustique tigre. Par contre, effectivement, on n'a pas encore commencé à évoquer cette problématique de déclaration autochtone de maladie. Je pense que ça va vite venir parce qu'on s'aperçoit que finalement, malheureusement, c'est relayé dans la presse ou les médias. On va moins faire de pub sur la sensibilisation. Par contre, dès qu'il y a un cas de dingue, ça va être... Et puis le problème, c'est que le message est difficilement compréhensible par les personnes parce qu'on a l'impression qu'ils découvrent qu'il y a le moustique tigre chaque fois qu'il y a un cas de dingue qui est mis, alors que non. Et donc, je pense qu'il va y avoir un gros travail à faire effectivement avec l'ARS pour arriver à ça. Et la troisième question, c'était... Ah oui, sur la surveillance. Donc oui, on va le reprolonger l'année prochaine. Et nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, au niveau d'Annecy, il y a quand même pas mal de Culex pipiens, donc le moustique classique, qui est très présent jusqu'au mois de, on va dire, fin juin. Et après, on observe effectivement que le moustique tigre prend le dessus. Donc, au tout début de la saison, le moustique tigre, en fait, il n'est pas là, en fait. Et donc, les gens, quand ils nous disent qu'ils se font piquer très, très tôt, en règle générale, c'est le moustique classique, ce qui nous incite à dire qu'il y a quand même pas mal de réserves d'eau encore, malheureusement, partout, puisque lui, il arrive bien présent. Voilà. Merci beaucoup. Si on a le temps pour une dernière question, je vois une main levée derrière. Oui. Merci. Pascal Giry, ARS Île-de-France. C'était une question à propos du contrat local de santé de Valence. Merci pour la présentation que vous en avez fait. Ma question, c'est à la fois sur les... vous avez parlé d'un diagnostic pour justement mener ce contrat local de santé. Sur quels critères vous avez pu mener ce diagnostic en ce qui concerne justement les questions d'une seule santé et de changement climatique, d'une part. Et d'autre part, est-ce que, pour le coup, les actions sur ce thème-là sont déclinées sur l'ensemble de la collectivité ou sont ciblées sur certains quartiers? En Île-de-France, on a un outil qu'on a développé avec l'Observatoire régional de santé qui justement permet à une échelle assez fine de combiner un certain type d'exposition. C'est un outil de multi-exposition environnementale. On a là-dedans des données sur l'eau, des données sur la pollution atmosphérique, sur le bruit, sur les sites pollués, qu'on peut croiser avec les indicateurs de défaveur sociale. Mais c'est vrai que à une échelle assez fine, mais c'est vrai que sur le changement climatique et une seule santé, je suis intéressée par savoir si vous avez pu utiliser des critères spécifiques. Sur le... Vous aviez deux questions, j'allais répondre je dirais que on a beaucoup utilisé l'outil balise pour un certain nombre de données, plutôt des données de santé, sous l'aspect plus environnemental. On a rassemblé un certain nombre de données qu'on a pu trouver, et l'ARS nous a pas mal aidé sur ce volet-là. Donc on a beaucoup fonctionner avec ce que l'ARS a pu nous fournir aussi. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait l'étude précisément, du coup, j'ai pas le diagnostic, ce n'est pas moi qui suis allée chercher les données
Je ne peux pas vous dire exactement, mais on a plutôt été chercher des données brutes. Et puis on a aussi demandé à d'autres directions, à l'eau de Valence, enfin à la régie de l'eau, à l'urbanisme. On a aussi utilisé les outils de nos autres directions pour recueillir un certain nombre d'éléments. Par exemple, les îlots de chaleur, il y a eu une cartographie sur les îlots de chaleur qui a été réalisée par le service Espace Vert qu'on a utilisé dans nos données. Voilà, mais je ne suis peut-être pas très précise, mais je crois que je ne pourrais pas l'être plus là. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous nos intervenants pour leur présentation détaillée. Merci pour vos questions. On a déjà dépassé le temps imparti. Donc maintenant, je laisse la parole à Adeline Croyère, sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. J'allais vous dire que c'est assez rare de voir une salle aussi remplie encore à cette heure-ci. Donc, merci à vous tous. Il me revient de conclure et de conclure ce premier colloque au ministère de la Santé en l'honneur des services communaux d'hygiène et de santé. Tout d'abord, merci. Merci à vous, participants. Vous êtes très nombreux dans la salle, mais aussi connectés en visioconférence. Très nombreux, investis, questionnants. Donc, merci à vous. Je tiens également à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement et Dieu sait combien c'est lourd toujours, mais passionnant de monter un événement comme celui-là. Beaucoup d'engagement aussi de ce côté-là. Donc merci déjà au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT. Merci à l'équipe du RES, le réseau d'échange en santé environnementale, au service de communication, DICOM, MICOM du ministère de la Santé, et puis au bureau à la manœuvre, le bureau environnement intérieur, milieu du travail et accident de la vie courante de ma sous-direction. Merci à vous tous qui vous êtes investis pour l'organisation de cet événement. Et puis, pour finir, et ils étaient encore là et vous avez eu raison de les saluer, merci à vous tous intervenants qui avez enrichi de vos propos, de vos remarques pertinentes, passionnées cette journée. Votre parole, celle des acteurs de terrain finalement, a mis en avant le pragmatisme, l'efficacité des méthodes d'intervention des SCHS et pour cela merci. Par le succès d'audience de ce colloque et la richesse des interventions et des questions, je viens de le dire, je crois qu'on peut affirmer collectivement que cette journée était attendue et nécessaire. Alors attendue parce que les dernières rencontres territoriales qui ont eu lieu sur les SCHS étaient centrées sur la lutte contre l'habitat indigne, eh bien elles remontent à 5 ans, 2019. Et puis nécessaire parce qu'en 5 ans, les enjeux sanitaires et environnementaux auxquels font face les SCHS, comme le changement climatique, la transition démographique, les émergences infectieuses sont devenus plus pressants. Ces enjeux nous obligent et ils nous invitent à renforcer la résilience de notre système de santé national et des services de santé de proximité que sont les SCHS. Le colloque de ce jour, en ce sens, a montré la capacité d'anticipation et d'adaptation des SCHS qui ont su intégrer ces nouvelles problématiques dans leur pratique professionnelle quotidienne. Alors, je m'arrêterai juste une minute pour rappeler que ce sont d'abord des échanges à l'échelon local sur l'évolution des missions et des métiers des SCHS qui ont permis de poser les bases de cette rencontre nationale. Je citerai en particulier les réunions inter-CHS de la région Auvergne-Rhône-Alpes et celle de la région Normandie, ainsi que des journées d'échange des SCHS organisées par la délégation départementale des Hauts-de-Seine, auxquelles avaient participé également l'ADRIL et puis l'Agence départementale d'information sur le logement. Toutes ces dynamiques locales témoignent de l'engagement des SCHS pour une meilleure coordination et mise en commun des compétences, mais aussi des solutions. Ces initiatives, elles montrent également la volonté collective de discuter de nouvelles réalités de travail qui dépassent largement le contrôle des règles d'hygiène et de l'habitat, même si cette thématique a été souvent citée et elle est l'objet de beaucoup d'échanges, on a pu le constater. Je voulais également revenir sur
l'annonce du directeur général dans son propos de préambule de ce matin sur l'extension de l'accès au RES, donc le réseau d'échange en santé environnementale, pour que les SCHS soient mieux accompagnés dans leur mission. Le RES n'est pas seulement une plateforme d'information. Peut-être même, elle est avant tout un réseau. Et c'est ce réseau qu'on souhaite partager, un réseau qui coopère, un réseau qui offre des possibilités d'échanger quand parfois on est seul en local et de s'enrichir de toutes les bonnes pratiques développées ailleurs. C'est donc, je le crois, un levier décisif que de partager ce RES pour améliorer nos pratiques ensemble et les adapter aux évolutions rapides de ce domaine qui est la santé-environnement. Alors en pratique, qu'est-ce qui va se passer ? Chaque agence régionale de santé pourra cibler les relations partenariales pertinentes pour lesquelles le partage de ce référentiel professionnel qu'est le RES lui semble utile et elle identifiera ainsi les agents communaux qui bénéficieront de cet accès au RES extranet. Alors c'est déjà finalement 1000 utilisateurs des SCHS qui aujourd'hui bénéficient de cet accès, mais déployons-le, partageons-le, faisons de ce réseau une force, un lien entre les ARS et les SCHS. Alors cette journée marque une étape importante dans notre cheminement collectif sur vos missions, les missions des SCHS, mais évidemment la réflexion ne doit pas s'arrêter là. Nous devons aller plus loin. Nous devons identifier au plus près des territoires les meilleures stratégies d'intervention répondant aux besoins de santé des populations, ainsi que les possibles axes de mutualisation et de partenariat. Vous l'aurez compris, l'approfondissement des cadres et des conditions d'exercice des SCHS nécessite un travail concerté. Si ce travail peut être introduit par les administrations centrales, et j'espère que nous l'avons lancé, il doit évidemment être poursuivi, nourri, de vos propositions d'évolution. Aussi, je vous invite, et je vous laisse ça en mot de la fin, porter ces évolutions auprès de vos collectivités locales, auprès de vos représentants professionnels pour que grandisse ce qui se fait dans vos structures, que les idées et les inspirations que vous avez recueillies aujourd'hui trouvent aussi écho dans vos pratiques. Merci à vous tous et je vous souhaite bon week-end et bon retour dans vos régions.